Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans le 13h urbain et voici le sommaire annoncé par les rumeurs depuis quelques semaines. Le déplacement de la statue Biogera de Cotonou est effectif depuis ce lundi. Initialement installé au rond-point de l'aéroport international cardinal Bellandin-Ganty, le monument trône désormais au carrefour Erevan sur le boulevard de la Marina. L'une de nos équipes s'est déplacée sur ce nouvel emplacement pour un constat. Ensuite, les examens blancs départementaux ont démarré depuis quelques semaines sur l'ensemble du territoire national. Sur du département de l'Atlantique ont démarré ce lundi. Sur 3 jours, ils auront à faire face à plusieurs matières. Ceci dans le but de préparer les candidats à mieux affronter l'examen national. Et puis enfin, l'opposition est en tête de la présidentielle de ce dimanche 24 mars 2024. Les résultats officiels sont encore attendus, mais les tendances issues des compilations de vote donnent Bassirou Diomaye Faye vainqueur du scrutin. Le candidat du principal opposant Ousmane Sonko a déjà reçu les félicitations de son principal challenger, le candidat du système Amadou Ba. Il est également félicité par le chef de l'État sortant, Macky Sall. Vous suivrez aussi le message de félicitations du président Patrice Talon. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour, bienvenue. Si vous nous rejoignez, l'actualité au Sénégal, l'opposition est en tête de la présidentielle au Sénégal. Les résultats officiels sont encore attendus, mais les tendances issues des compilations de vote donnent Bassirou Diomaye Faye vainqueur au scrutin. Le candidat du principal opposant Ousmane Sonko s'en sort dès le premier tour avec les félicitations de son principal challenger, le candidat du système Amadou Ba, lui qui déjà félicité le nouveau président, un peu comme le chef de l'État sortant, Macky Sall. Retour sur cette actualité avec William Cliquant. De prison le 14 mars dernier seulement, au même moment que son mentor, le principal opposant sénégalais Ousmane Sonko, celui qui devient 5e président de la République du Sénégal en cas de confirmation des tendances dévoilées après compilation des suffrages du scrutin de ce dimanche, n'était pas assez connu de la classe politique et des citoyens, avant les démêlés judiciaires ayant conduit à l'inéligibilité du leader de son parti, l'ex-PASTEF, à la suite de son incarcération pour appel à l'insurrection et complot contre l'État le 31 juillet 2023. Bassirou Diomaye Faye n'était pas un gros poids de l'échiquier politique. Ousmane Sonko, déjà candidat avant d'être placé en détention et retiré de la liste électorale, n'hésite pas à sa sortie de prison à accorder tout son soutien à ce proche compagnon de lutte en le présentant comme le candidat anti-système. Même si toute l'opposition sénégalaise ne s'est pas mobilisée autour de lui, Diomaye a reçu le soutien du candidat recalé Karim Wade et plébiscité dès le premier tour selon les chiffres non encore officiels sortis des urnes. Ce 25 mars, date de son 44e anniversaire, l'inspecteur des impôts sort vainqueur d'une présidentielle aux 1000 couleurs, marquée par d'interminables épisodes de feuilleton politico-judiciaire. Son principal rival, candidat du pouvoir, Amadou Ba, reconnaît déjà sa défaite en félicitant Bassirou Diomaye Faye. Le président sortant, Macky Sall, a aussi reconnu la vitalité de la démocratie sénégalaise à travers cette victoire du camp Sonko, en félicitant lui aussi le nouvel élu. Et puis en image sur sa page Facebook, Patrice Talon, bien entendu, adresse aussi ses chaleureuses félicitations au président Bassirou Diomaye Faye pour son élection et par la même occasion lui souhaite ses vœux de réussite au service du peuple sénégalais. Bien entendu, c'était à l'instant donc les mots de félicitations du président Patrice Talon. Annoncé par les rumeurs depuis quelques semaines, le déplacement de la statue Biogera de Cotonou est effectif depuis ce lundi. Initialement installé au rond-point de l'aéroport international cardinal Bellandin-Ganty, le monument trône désormais au carrefour Erevan sur le boulevard de la Marina. L'une de nos équipes s'est déplacée sur un nouvel emplacement pour un constat. Voici le reportage de Hugues Veillingbe, mon fils de Sabouran. Inauguré en grande pompe bientôt 2 ans par le chef de l'État, Patrice Talon, le monument Biogera de Cotonou change de loge. Si par le passé l'édifice était érigé au rond-point de l'aéroport international cardinal Bellandin-Ganty, désormais la statue Biogera se dresse au carrefour Erevan sur le boulevard de la Marina. C'est un carrefour qui relie une voie inter-État. Moi je pense que c'est très bien réfléchi de la part du gouvernement.
Certainement qu'ils veulent qu'il y ait une coordination entre les statuts. Et là, on quitte ici, on tombe directement sur le statut de l'Amazone. Ça retrace en partie une histoire de notre Bénin. Cet emplacement, elle est bien visible. Or, là-bas, c'est un peu coincé, donc on n'arrive pas trop bien voir ça. Or, c'est à côté de l'Erevan. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut faire la photo. Je pense que c'est bien placé quand même. L'emplacement qui est là-bas, là, je n'ai pas trop aimé quand même. Je pense que là où la statue a été déplacée actuellement est beaucoup mieux. Parce que c'est beaucoup plus en ville. Sinon là-bas, c'est vrai que ça accueillait directement ceux qui venaient de l'extérieur et autres. Mais là, on peut voir que c'est carrément sur un carrefour qui est vraiment au centre-ville. L'emplacement de la statuette, moi je vois que bon, que ce soit là-bas ou ici, ça ne change rien, pourvu que ça puisse embellir la ville. Le monument Bioguera est l'un des 3 joyaux dévoilés au public béninois le 30 juillet 2022. À ces ornements s'ajoutent de nombreux projets qui opèrent une métamorphose spectaculaire de la ville de Cotonou. Je pense que le président, il essaie de faire de son mieux. Il fait tellement. Parce que déjà, quand on va faire un retour contrôle en arrière, on voit que d'ici 2 ans passés, c'était pas le Cotonou qu'on connaissait. On peut dire Cotonou déjà aujourd'hui, moi je pense que c'est comme un petit Paris coincé quelque part. C'est déjà beau. Avec la nature, il y a une coordination dans tout. Érigée en hommage à un héros de la résistance, la statue éponyme Bioguera de Cotonou véhicule des valeurs de témérité, de dignité et d'intégrité. Elle affiche une hauteur de 10 mètres et une largeur de 3 mètres pour un poids de 13 tonnes. On parle d'éducation à présent. Les examens blancs départementaux ont démarré depuis quelques semaines sur l'ensemble du territoire national. Ceux du département de l'Atlantique ont démarré ce lundi. Et puis sur 3 jours, ils auront à faire face à plusieurs matières. Ceci dans le but de préparer les candidats à mieux affronter l'examen national. Bien entendu, nous sommes descendus dans un centre de composition et voici les images. Assis confortablement dans les conditions d'examen cet après-midi de lundi, les candidats à l'assaut du brevet d'études du premier cycle BEPC réfléchissent sur l'épreuve de l'histoire et géographie. Ceci pendant que les pensionnaires du baccalauréat des séries A, B, C et D tentent d'apporter leurs réponses respectivement aux épreuves de mathématiques et sciences de la vie et de la terre. La directrice du CEG, à la fois la chef centre, après un round d'observation dans chaque salle de composition pour constater le bon déroulement des épreuves, fait le résumé de cette première journée. Ce matin, nous avons commencé les examens blancs départementaux dans l'Atlantique. Nous n'avons eu aucune difficulté. Et vous voyez, le ciel est bien ensoleillé. C'est quand il pleut souvent à Godomain que nous avons des problèmes. Et jeudi et vendredi passé, on avait fait le sport, que ce soit au BPC blanc comme au bac blanc. Et actuellement même, les professeurs de PS, ils sont à pied d'œuvre, ils sont en train de faire les anonymats. Après 6 heures de dur labeur pour certains et 7 heures pour d'autres, les candidats sortent chacun au son de la sirène. Dans l'ensemble, les épreuves sont à la portée. Déjà, certains s'empressent à vite se préparer pour la suite. Les épreuves sont faciles. On a composé dans le matin, c'était communication écrite, c'était abordable. Et à 10 heures, on a composé et lecture, c'était aussi facile. Et ce soir, on a composé histoire géo. Et il y a des choses que je n'ai pas fait, il y a des choses que j'ai fait. Il y a des pièges, surtout en SVT qu'on vient de faire, mais bon, je me suis sorti quand même. On a fait de notre mieux, mais avec le temps, on va tous s'en sortir. On a compris le 65e anniversaire qui pourra nous apporter le 65e anniversaire. On a toujours le courage de faire toutes nos forces pour affronter toutes les épreuves pour aussi à l'examen national. J'ai retenu qu'il ne faut pas se baser sur une seule partie pour apprendre pour un examen. Je dois aborder toutes les SA avant de venir pour les autres épreuves. Les candidats rivalisent d'ardeur dans d'autres disciplines mardi et mercredi. À noter que sur un effectif total de 997 candidats attendus, 976 ont répondu présents, repartis dans 42 salles de composition.
Nous restons en milieu scolaire. 7 blessés, dont un toujours en soins intensifs. C'est le bilan d'un drame survenu jeudi 14 mars dernier à l'école primaire publique de Demsirou dans la commune de Djougou. En effet, le mur mitoyen construit pour séparer les classes de fortune de CE2 et CM1 s'est effondré sur les écoliers de CM1 qui étaient en situation de classe quelques jours après la survenance de ce drame. Une équipe de l'antenne régionale Takora Donga de Canal 3 Bénin s'est rendue dans cette localité pour rencontrer les parents d'élèves et les victimes. Reportage. Des décombres entremêlés des tables-bancs endommagées suite à l'effondrement du mur séparant les classes de CE2 et CM1 à l'EPP d'Emsirou. C'est le constat qui se dégage après la tornade survenue dans cette localité de Partago, commune de Djougou. Alors que les écoliers étaient en plein cours dans ces classes de fortune, ce mur a cédé, occasionnant de victimes dans le rang des apprenants de la classe de CM1. Alertés, les populations ont accouru pour extraire les écoliers des gravats. Il y a 2 cas de blessés. Il y a des blessés légers et des blessés graves. Il y avait 6 cas dont les 5 autres allaient mieux. Donc le 6e, lui, on l'a amené à Djougou, au CHSD. Et là, le docteur nous a dit qu'il y a cet enfant souffre d'hémorragie interne. Donc, ils vont l'opérer. Et effectivement, ils ont opéré cet enfant. En ce moment, l'enfant est couché à l'hôpital. Quelques jours après ce drame, les parents des victimes sont toujours sous le choc et déplorent l'accueil à eux réservé dans les hôpitaux. Ce qui m'a tellement fait mal, avant que nous on arrive, les infirmiers étaient là, ils attendaient à ce qu'on dépose l'argent d'abord. Une fois déjà qu'on leur dise que c'est les élèves. Et ils étaient en pleine cour où le vent a effondré sur, le mur est tombé sur les enfants. Malheureusement, pour nous aussi, on dit que l'état de l'enfant est tellement critique. Il faut qu'on l'amène à Djougou. CHD, on l'a emporté. Moi aussi, j'étais là. J'ai gardé l'enfant sur moto. Parce qu'il sonnait déjà 19h40. On les a amenés à Djougou. Où là-bas encore, c'est le pire. On nous a demandé de faire quoi? De déposer 120 000 d'abord. On n'avait pas de l'argent. À Djougou, j'ai pensé que les gens vont rapidement venir en aide, mais malheureusement, c'est moi aussi qui continue de payer les soins à Djougou. Donc aujourd'hui, on n'a pas moins de 350 000 francs. Et c'est toujours sur ma charge. Certaines victimes ont repris le chemin des classes. Parmi elles, Bio Saré, qui s'est trouvé une place au CM2 en attendant qu'une solution soit trouvée. Le mur est tombé sur moi. Je suis blessé sur mon cœur. Ça me fait mal toujours. Donc nous demandons aux zones de bonne volonté, aux autorités à divers niveaux de nous aider. Vraiment, c'est déplorable. Dans notre village, on demande l'aide. Vraiment de nous aider. L'école est créée en 82. Aujourd'hui, n'a qu'une salle de classe bien confortable. Je dis aux autorités de veiller, venez nous faire des modules de classe. Pour une éducation saine, il faut que les enfants aient de place. Le bâtiment de la maternelle risque de subir le même sort si rien n'est fait dans l'immédiat. Abritant plus de 100 écoliers, cette infrastructure scolaire présente un visage inquiétant et constitue un danger pour ces âmes innocentes.
Dans la suite de cette édition, le mois de mars est un mois connu pour sa chaleur, mais cette année, la chaleur est plus intense comparativement aux années antérieures, une situation que vivent difficilement les populations. Pour mieux comprendre ce phénomène, une équipe de notre rédaction a abordé le sujet avec quelques spécialistes ainsi que des citoyens de Cotonou et environ. Voici le reportage. La chaleur est là, surtout pendant la nuit. On doit se rincer le corps pendant au moins 4 fois avant que... Le constat est même chez plus d'une dizaine de personnes qui estiment ne plus pouvoir supporter la forte intensité de la chaleur de ce mois de mars. Bon, on n'a pas le choix, on est dedans, on rince le corps, on allume les ventilos et puis on est dedans. Par rapport à la chaleur que nous vivons actuellement, chaque soir, moi j'installe ma natte dans la cour pour pouvoir dormir. Puisque dans la chambre, il y a trop de la chaleur. Bon, on essaie de trouver des endroits ombrageux où il n'y a pas trop de soleil et de passer un peu de temps et puis on gère. Dans les années antérieures, la ville de Cotonou et ses environs bénéficiaient au cours du mois de mars d'un ensoleillement allant jusqu'à 7 heures par jour et d'une température moyenne comprise entre 27 et 29 degrés Celsius selon les spécialistes. Se basant sur une étude effectuée les 2 dernières semaines, la vague de chaleur oscille entre 32 et 34 degrés Celsius. Les saisons au niveau du Bénin, nous avons 4 saisons. Les 2 saisons sèches et 2 saisons de pluie. Mais si vous prenez l'année, le mois de mars, c'est le mois le plus chaud de l'année. Donc habituellement, il fait plus chaud en mars. Mais ce qui se passe actuellement, ça s'est ajouté à ce programme de réchauffement. L'intensité a augmenté un peu par rapport à ce qu'on enregistrait à cause des gaz à effet de serre que nous envoyons dans l'atmosphère. Je ne voulais pas parler de changement climatique parce qu'avant de l'attribuer scientifiquement, il faut prendre les données sur 100 ans au moins avant de tirer les conclusions. Plusieurs sont les actions humaines qui sont à la base de ce phénomène observé et qui, selon les experts, ira en évoluant. Les experts de la météorologie analysent le sujet et prédisent un impact sur la prochaine saison pluvieuse. En termes de statistiques, quand on regarde un peu les chiffres, le mois de janvier 2024, par exemple, fait partie des mois les plus chauds de l'histoire du monde. Et donc, cela vient confirmer un peu ce que le GIEC avait déjà annoncé, comme quoi l'année 2024 sera l'année la plus chaude de l'histoire du monde. Ce n'est pas pour faire peur aux producteurs, mais les résultats que nous avons sous notre main ne sont pas du tout reluisants en termes de campagne agricole. C'est pour dire que la saison ne sera pas très bonne au cours de cette saison, au cours de la campagne agricole de cette année. Cette vague de chaleur, même si elle est gérable pour les adultes, il n'en est pas autant chez les enfants, notamment ceux de 0 à 5 ans. Déjà, la première chose qu'il faut faire, c'est de leur donner beaucoup d'eau à boire. Généralement, les enfants eux-mêmes, ils réclament de l'eau à boire, il faut leur donner à boire, mais pas de l'eau sucrée. Parce que l'eau sucrée, quand vous le prenez, vous urinez, donc ça n'hydrate pas comme cela se doit. C'est de ne pas trop les couvrir. Ça, il va de soi. Question de bon sens. C'est la nuit déjà d'essayer d'aérer. Pour passer ce temps de galère dû à la chaleur, les populations de Cotonou font recours à la glace. Elles font tourner les brasseurs et climatiseurs à plein régime. Toutes choses qui peuvent induire également des factures d'électricité bien salées. Nous parlons religion à présent dans la suite de cette édition. Ce dimanche 24 mars, dimanche dit des Rameaux, démarre la semaine sainte pour la communauté chrétienne catholique. C'est le dernier virage de la période de jeûne avant la fête de Pâques. En carême depuis le 14 février dernier, les chrétiens sont invités à respecter davantage les 3 piliers de la semaine sainte que sont la prière, le jeûne et l'aumône. Le père Biaou Patrice Adiran revient ici sur la signification de la semaine sainte, les comportements à adopter et les couleurs liturgiques de cette période. La semaine sainte, c'est une période de 7 jours, qui commence depuis le dimanche dit des Rameaux de la Passion du Seigneur et qui nous fait monter vers Pâques. C'est le dernier virage du temps de carême. Le temps de carême qui est un temps liturgique fort et privilégié, de 40 jours, durant lequel
l'Église se prépare à entrer dans le mystère de la résurrection du Christ, qui est un mystère à la fois passé, actuel et à venir. Alors, durant cette semaine sainte, qui est un temps de profonde piété, un temps en griffe qui porte son nom de sanctification, nous sommes appelés à une profonde communion avec le Seigneur, par la prière, par le partage, par la pénitence. La pénitence ici se fait beaucoup plus par le jeûne, par des actes de mortification, et qui sont des attitudes qui nous élèvent à la dignité de Dieu. Donc c'est un temps durant lequel on fait beaucoup plus de force spirituelle pour disposer nos cœurs à accueillir la grâce pascale, grâce à la résurrection du Christ. Le Christ qui, vainqueur de la mort, nous associe à sa victoire. Alors, il faut dire que durant tout le temps des carêmes, l'Église est au violet. Et nos célébrations liturgiques sont sobres du point de vue festif. Ça, c'est de façon globale. Mais à l'intérieur du carême, il peut y avoir quelques célébrations qui nous conduisent au blanc. Notamment, en termes de solennité, nous avons célébré le mardi dernier la solennité de Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie, qui nous a conduits au blanc. Voilà. Et puis hier, avec les rameaux, nous en sommes arrivés au rouge, qui rappelle un peu par rapport à la passion du Seigneur. Sinon, de façon globale, c'est le violet. Et durant cette semaine, toute la semaine durant, nous irons au violet. Et l'Église attache du prix au respect de ces couleurs liturgiques qui, au-delà de la visibilité de la couleur, portent un sens. Et le sens, c'est quoi? Le sens, c'est le recueillement. Le sens, c'est la conversion, l'appel à la conversion, puisque la couleur violette du temps des carêmes, c'est l'appel à la conversion. On reste à nouveau avec le Père Biao Patrice Adiran pour parler cette fois-ci de l'une des temps forts de la semaine sainte qui est le Tridium pascal. De quoi s'agit-il réellement? On écoute une fois encore le curé de la paroisse Sainte-Thérèse de Godomé pour en savoir davantage. Alors le Tridium pascal, de son étymologie latine, c'est une période de 3 jours. Alors le Tridium pascal nous conduit à Pâques. Les 3 jours qui nous conduisent à Pâques, notamment le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint avec la veillée pascale. C'est le caractère immédiat qui fait la particularité du Tridium pascal et les célébrations qui sont vécues ont leur particularité. Mais tout débouchera sur Pâques qui fait en fait le cœur de la vie de l'Église. Le jeudi saint, c'est la fête du sacerdoce et de l'Eucharistie. Le sacerdoce qui est le mystère par lequel Jésus-Christ lui-même fait participer des hommes comme moi à son mystère du salut en faisant d'eux des prêtres. Le lavement des pieds qui s'inscrit dans la tradition de l'Église est d'origine biblique. Parce que dans le texte de Saint Jean, dans l'évangile selon Saint Jean, Jésus a effectivement lavé les pieds à ses apôtres, les 12, et pour porter un message, le message de la simplicité fraternelle, de l'humilité, de la fraternité. Le vendredi saint, l'Église est en deuil. Déjà depuis la nuit du jeudi saint, voilà, nous allons entrer dans la préparation au deuil. Et le vendredi saint, Jésus va mourir. Il sera condamné, il va souffrir et voilà, il va mourir. Ce jour-là, on ne parle pas de messe, on parle de célébration. D'abord, il y a le chemin de croix, il y a l'office de la passion. C'est le seul jour durant l'année liturgique qu'il n'y a pas de messe. Mais il y a une célébration en mémoire de la passion du Christ. Le chemin de croix va nous rappeler cela et l'office de la passion avec ses différentes parties. Et puis après, on va vénérer la croix parce qu'il est mort sur une croix. Suivra la communion. C'est la communion qui a été consacrée la veille. Ce jour, il n'y a pas de messe, il n'y a pas de consécration. Le samedi, l'Église est en deuil. Le matin, tout est calme. Mais le Christ qui meurt ne restera pas dans la mort. Il va vaincre la mort par sa résurrection. Et cette résurrection sera resplendissante à partir de la veille pascale, où l'Église va exulter au mystère du Christ qui a vaincu la mort par sa résurrection. Et cette veille pascale-là nous rappelle que Jésus qui était mort n'a pas été tenu prisonnier du tombeau, mais il a vaincu la mort par la puissance. C'est la victoire finale du bien sur le mal, la victoire finale de la vie sur la mort, la victoire finale du Christ sur toute forme d'adversité, sur toutes les forces des ténèbres et autres. La résurrection du Christ dans la vie d'un chrétien, c'est entrer dans le mystère du Christ
qui lui-même a vaincu la mort, pour que nous aussi nous soyons vainqueurs de la mort qui peut prendre plusieurs noms. La mort peut prendre le nom de méchanceté humaine, jalousie, maladie et autres. Et quand on entre dans ce mystère de communion avec le Christ, nous sommes vainqueurs de tout. Donc, c'est-à-dire nos vies ne se limitent pas à ce pèlerinage terrestre, mais plutôt nous avons une espérance que le ciel est aussi notre patrie. Et puis nous allons parler à présent des fêtes identitaires. Et dans le département du Chmono, les peuples Wati commémorent cette année le 65e anniversaire de l'association dénommée Agbe Signalé. Les festivités ont été officiellement lancées par des cérémonies rituelles. C'est une tradition qui annonce chaque année la célébration de l'association de cette ère culturelle et linguistique. On fait le point avec Narcisse Alossé. Des coups de canon comme c'est de tradition. La communauté Wati annonce ainsi les couleurs pour ses retrouvailles autour du creuset dénommé Agbe Signalé. Tout commence traditionnellement par un détour ici à Saradji, à quelques encablures du centre-ville de Koumé, pour ce qui est appelé ici la reconstitution de l'histoire. La bataille du peuple Wati avec les troupes du roi Kondo. Nos aïeux ont livré cette bataille-là et aujourd'hui, pour se rappeler de leur mémoire, nous faisons la reconstitution de l'histoire. Et à travers ça, nous valorisons la culture Wati. Vous avez vu les guerriers, le peuple Wati est un peuple guerrier. Un peuple guerrier qui, selon l'histoire, a résisté sur ces lieux aux troupes de Béanzin dans leur appétit de conquête des territoires. Saradji est ainsi devenu un lieu sacré où chaque année, on procède aux cérémonies rituelles à une semaine de la fête de Pâques. La communauté Wati est fière de sa culture. Vous l'avez vu à travers les rites et tout ce qui s'est passé. Donc ce n'est que le début des hostilités. Et ça annonce déjà que ce sera une très belle fête. La fête s'annonce belle pour le 65e chapitre de l'histoire. Et ce sera un moment de retrouvailles pour les Wati du Bénin de la diaspora, pour une communion autour de leur trait identitaire. Un message d'unité, de rassemblement pour le rayonnement de notre communauté. Je demande à ce que tous les fils et filles Wati soient présents pour commémorer les 65 ans de Agbe Signalé. Pour preuve, il y a la communauté Wati Evé du Ghana, le roi Fiti avec toute la communauté, toute sa cour, qui serait déjà là le samedi prochain. Nos frères et sœurs des États-Unis, ils sont déjà là, ils sont actuellement au Ghana. Ils iront le mercredi prochain au Nigeria pour aller rencontrer cette communauté Wati du Nigeria qui, je vous annonce, serait aussi de la partie. Après Saradji, lieu de combat, le butin de guerre symbolique est ramené et exhibé à quelques kilomètres au centre-ville de Koumé, à la place publique de Hongode à Blomé. Une tradition qui donne le top pour Agbe Signalé, édition 2024. Et pour finir cette édition à Grand Popo, les associations villageoises d'épargne de crédit de l'arrondissement d'Avlor se retrouvent désormais au sein d'un collectif, dont les membres ont festoyé. Il s'agit de la première édition d'une manifestation née d'une initiative de l'organisation non gouvernementale Eco-Bénin. Retrouvez ici les temps forts de cette fête. Le groupement des femmes appartenant aux associations villageoises d'épargne et de crédit de l'arrondissement d'Avlor aux couleurs festives. Regroupées désormais au sein d'un collectif, elles ont décidé de marquer d'une pierre blanche l'édition 2024 de la Journée internationale des droits de la femme avec un clin d'œil à l'ONG Eco-Bénin pour son engagement à leur chevet. Il faut noter que depuis la création de l'ACCB, Bouche du Roi, il était question de travailler à la restauration des différents écosystèmes dégradés. Et la question était d'impliquer davantage les femmes qui ont leur activité qui impactait ces ressources-là. Plus de 10 ans, cette organisation dévouée a été le moteur de nombreuses actions de conservation et de renforcement du capital humain dans la réserve de la Bouche du Roi. Son engagement envers la préservation de notre environnement est exemplaire et nous leur en sommes profondément reconnaissants.
Reconnaissance pour l'emballage d'appui technique et financier à travers des crédits qui permettent à ces femmes de mener des activités génératrices de revenus avec des résultats encourageants. En 2023, les AVEC d'Avlo ont épargné un montant total de 18 355 400 francs pour un crédit de 9 670 000 francs, soit un taux d'utilisation de l'épargne de 52,68%. Au regard de ces résultats, les membres du collectif réaffirment leur engagement de conserver davantage les ressources naturelles. L'ONG Eco-Bénin, elle, nourrit encore d'autres attentes. Nos attentes, c'est que ces femmes-là soient intégrées dans les différentes actions de développement au niveau de ces communautés. Parce qu'il est important de travailler au développement à travers ces activités-là qui permettent l'autonomisation des femmes. Avlo est un arrondissement de la commune de Grand Popo. Ici, le nombre d'associations villageoises d'épargne et de crédit est passé de 4 en 2019 à 14 en 2024 avec le plein épanouissement des femmes. Le combat pour l'autonomisation de la gente féminine est donc bien engagé ici. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin à 16h. C'est votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.